Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé la pluie pour passer cette soirée avec nous et avec Milena Jesenská. En 1986, paraît aux éditions du Seuil, donc le récit Milena de Margarethe Buber-Neumann. J'avais alors 3 ans et je dois vous avouer que je suis passée à côté de cette actualité éditoriale. Mais heureusement, en 2024, les éditions du Seuil, pour les 50 ans de Fiction et compagnie, ont décidé de rééditer ce titre. Donc je les remercie infiniment d'avoir permis à une nouvelle génération de lecteurs de découvrir ou de redécouvrir ce texte. Caroline Gutmann, à mes côtés, qui est responsable du service de presse aux éditions du Seuil, et Bernard Comment, l'éditeur de cet ouvrage, nous l'ont envoyé et nous ont proposé d'organiser une soirée autour de ce titre. C'est vrai qu'à première vue, Milena Jesenská n'est pas juive, mais sa vie, ses rencontres, ses engagements font d'elle une compagne du peuple juif, à côté de qui elle a toujours cheminé, pour qui elle a pris des risques, pour qui elle a donné aussi beaucoup d'amour. Donc ça avait vraiment du sens d'organiser une soirée, de lui consacrer une soirée. En plus, c'est le centenaire de Franz Kafka. Vous le savez, on a organisé ici une semaine sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc je pense qu'il était temps, et merci encore aux éditions du Seuil de nous permettre cela, de la mettre enfin en lumière, de lui garder, on va dire, son prénom, mais de lui donner aussi, de lui rendre un peu un nom de famille. Alors, toutes nos pensées vont à Bernard Comment, qui aurait dû être avec nous ce soir, mais malheureusement, il est au chevet de sa mère. Donc, il regrette infiniment de ne pas être ici et de ne pas pouvoir vous parler de cette aventure éditoriale et de ce choix-là, de ce titre pour les 50 ans de sa collection. Mais il a quand même pris le temps, et on le remercie, de nous écrire un texte que va nous lire tout de suite Caroline Gutmann. Merci. Oh, ça va être bon. Oui, Bernard est très triste de ne pas être auprès de vous. Il se réjouissait vraiment de cette soirée. Il a écrit ce texte qui résume enfin toute l'histoire de ce livre. 1 an avant le Covid, j'ai reçu au Seuil un manuscrit sur Milena, le livre de Margarethe Buber-Neumann, signé d'Adrienne Dimakopoulos, mais que m'envoyait une de ses amies, Madame Angela Castresana. C'était un livre en soi, mais j'ai assez vite eu l'idée que cela pourrait être une longue postface à la réédition de ce titre phare de la collection Fiction et compagnie pour l'anniversaire des 50 ans de celle-ci. Le moment venu, nous avons renoué contact et l'idée est devenue réalité. En la relisant, j'ai été frappée par la finesse d'analyse de cette lecture détaillée, subtile, évocatrice. Et puis, il y a cette légion des ombres, toutes ces figures énumérées nom à nom, quelques-unes pour leur abomination, mais la plupart pour leur intelligence, leur courage, leur terrible lucidité. Parcourez la partie lumineuse de cette liste, parcourez ces résumés de vie, ils sont un éclaircissement pour les temps sombres que nous traversons, où des individus, par atavisme ou opportunisme, contribuent à un climat délétère et installent le retour des pires haines. Lors d'une soirée d'été en 2023, j'ai parlé de cette réédition à Léa Weinstein, une jeune chercheuse, autrice, à qui me lie une amitié ancienne, presque familiale, et surtout une profonde admiration pour son parcours intellectuel, si inventif et si solide, informé dans la fréquentation souvent de Franz Kafka. Elle m'a dit combien le livre de Margarethe Buber-Neumann comptait pour elle, et je lui ai spontanément demandé d'en faire la préface. Vous verrez, c'est un texte magistral qui m'a beaucoup impressionné. L'intelligence couplée à la sensibilité fait du bien. Elle enchante. J'aurais tellement aimé être avec vous ce soir, dans ce lieu si nécessaire, mais j'écris ces lignes au chevet de ma mère qui est en train de mourir. Comme le dit très bien Roland Barthes dans son journal de deuil, la mort en soi est un scandale. Toujours, car la dialectique se bloque. La mort d'un individu est un scandale. La mort de plusieurs personnes est une tragédie. La mort calculée, organisée, systématisée de tout un peuple est un incomparable et un impensable qu'il faut néanmoins penser,
Le livre de Margaret Buber-Neumann contribue parmi d'autres à cet effort de pensée. J'ai décidé, pour les 50 ans de la collection Fiction et compagnie, terre d'accueil des écrits inclassables, de ne faire que 7 rééditions. Bonne soirée à vous. Merci Caroline. Je te raccompagne. Alors, en introduction, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce livre, de comment on l'a lu. Je dirais, pour commencer, que ce livre se dévore comme un roman, dont Milena et Margaret seraient les héroïnes. Et c'est pour ça que ça trouve tout son sens qu'il soit édité dans la collection Fiction et compagnie, parce que c'est une collection donc dirigée par Bernard Comment, qui publie des textes qui brouillent les frontières entre les genres, qui jouent notamment avec la notion de fiction. Et donc vraiment, ce texte qui en fait est un récit véritablement, mais trouve vraiment toute sa place dans cette collection. Ce récit, ce livre aussi, pourrait se lire comme une biographie. La biographie d'une femme longtemps réduite à un prénom et une image. D'ailleurs, vous pouvez voir quelque part que nous, dans notre communication, on pourrait dire qu'on est un petit peu tombé dans le panneau. La soirée était intitulée Milena, voilà, c'est tout. Et la photo qui va, voilà, ici, donc son visage de jeune femme figée dans les années 20, années qu'elle a partagées, enfin années partagées, on peut dire comme ça, disons rapidement, avec Franz Kafka. Donc ce livre permet non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, cette image et ce prénom ont beaucoup éclipsé les aspérités d'une personnalité complexe. Milena, pour moi et pour beaucoup d'autres, et pour ceux qui la connaissent un petit peu, est une femme libre. Milena est une femme émancipée dans le sens où elle n'a jamais craint de fréquenter les milieux intellectuels, artistiques de Prague dans les années 20 et de s'adresser à ces personnes, à ces intellectuels comme leur égal. Et elle avait apparemment ce franc-parler qui l'a caractérisée. C'était aussi une femme engagée qui a traversé la première partie du XXe siècle avec les yeux grands ouverts et qui n'a pas eu peur de regarder la réalité de ce qui se passait et aussi de s'y confronter, de se plonger dedans. Et moi, quand j'ai découvert Milena Jesenská, je dois vous l'avouer assez tardivement, j'ai été vraiment bouleversée par tout cela. Et elle est très vite devenue, pour moi, une contemporaine. Et on peut dire que la lecture de ce texte et la rencontre, même au sens plus large avec Milena, ont pu m'aider à traverser, et m'aident toujours d'ailleurs, à traverser la période si complexe et si douloureuse que nous traversons tous. Ce texte est aussi un témoignage. C'est le témoignage d'une amitié entre deux femmes. Nous avons voulu les réunir là, toutes les deux, pour que vous les regardiez et qu'elles nous regardent, ou en tout cas, elles soient avec nous ce soir. Donc c'est une amitié entre Milena Jesenská et Margaret Buber-Neumann. C'est aussi, bien sûr, un témoignage de déportation, car donc elles ont été déportées toutes les deux à Ravensbrück, et c'est là qu'elles se sont rencontrées. Je me dois quand même de vous donner quelques informations biographiques, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas, sur Margarete Buber-Neumann. Donc, elle est née en 1901, elle est allemande et communiste. Elle épouse, première noce, je crois on dit, Raphaël Buber, qui est le fils du philosophe Martin Buber, puis Heinz Neumann, qui est l'un des leaders du parti communiste allemand. En 1937, Margaret Buber-Neumann décide de fuir le nazisme et se réfugie à Moscou. Elle et son mari sont vite arrêtés pour déviationnisme et Heinz Neumann va disparaître et sera sûrement exécuté. Je crois qu'on ne sait pas ce qui lui est vraiment véritablement arrivé.
Margaret est déportée en Sibérie pendant 2 ans. Et en 1940, les Soviétiques la livrent aux nazis, qui vont donc la déporter à Ravensbrück. C'est là qu'elle rencontre Milena et elle passera donc 4 ans dans ce camp. Milena meurt le 17 mai 1944 à 3h30 du matin. Et toutes les deux, pendant cet internement au camp de Ravensbrück, souhaitaient écrire un livre ensemble. Elles en parlaient beaucoup. Et Margaret fait la promesse à Milena d'écrire le livre de sa vie. Je vous le dis comme ça, juste en quelques mots, parce que nous allons en reparler, et je laisse la beauté des mots de Milena et de Margaret Boberdemann à Léa et à la lecture. Alors, à mes côtés, quand même, je ne suis pas seule. Alors, il y a beaucoup de femmes. L'idée, c'était quand même qu'on ait un homme aussi, parce qu'on n'est pas sectaire. Mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Donc, j'espère que vous nous en excuserez de vraiment ce plateau extrêmement féminin. Bon, après tout, ça ne fait pas de mal. Hein, c'est quand même, ça devient moins rare, mais ça le reste. Donc, je suis très heureuse d'être extrêmement bien entourée ce soir par Christine Le Cerf. Christine Le Cerf est germaniste, productrice à France Culture. On a pu présenter certaines de ses grandes traversées ici, notamment récemment, donc dans le cadre de notre semaine Kafka, Kafka métamorphosé, donc grande traversée diffusée sur France Culture. Nous avions aussi présenté Moi Sigmund Freud et également Hannah Arendt, enfin, par quelques extraits, mais ce n'était pas une avant-première. Hannah Arendt, La passagère, était le titre exactement de ces grandes traversées. Mais Christine Le Cerf, vous avez aussi réalisé une grande traversée sur Marcel Proust, dont le titre était magnifique, Marcel Proust, cousu humain, ou sur Victor Hugo, notamment L'homme qui vit. Mais il y en a beaucoup plus, mais je n'ai pas toutes les citer, mais vous pouvez les retrouver sur le site de France Culture. À ses côtés également Léa Weinstein. Léa Weinstein est philosophe, écrivain, réalisatrice de podcasts. Alors Léa Weinstein est une habituée, comme Christine Le Cerf, de ce plateau. Ces podcasts également ont été présentés ici, notamment le podcast À la trace sur la spoliation d'œuvres d'art réalisées avec le ministère de la Culture. Mais il faut savoir que Léa est spécialiste de Kafka. Elle a réalisé une thèse. Les philosophes lisent Kafka. Elle a également écrit un récit dont le titre est « J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire » qui est publiée aux éditions Flammarion en 2024, que vous pourrez retrouver à la librairie. Léa a aussi conçu avec nous donc, la semaine consacrée à Kafka. Mais alors, Léa n'est pas que Kafka, en fait. Il faut savoir que Léa est très éclectique. Donc, elle a aussi réalisé un podcast sur la voix des témoins avec le mémorial de la Shoah. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle a aussi réalisé un podcast sur Dalida. Voilà. Et je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est sur Arte Radio, qui s'appelle Dalida et moi. Et aussi un podcast sur Mortefontaine et sur le fait de quitter Paris pour aller vivre à Mortefontaine. Voilà, donc je vous invite à découvrir la constellation des podcasts de Léa Weinstein. Mais là, elle est là pour nous parler de Kafka et surtout de Milena. Mais je pense, là, vous nous en parlerez tout à l'heure, mais que c'est par Kafka que vous avez pu rencontrer donc, Milena Jessenska. Alors, on a réfléchi avec Joseph Hirsch et donc nos intervenantes à quelle forme on pouvait donner à cette soirée. Alors, en réfléchissant, j'avais un peu la voix de Luc Lagier. Je ne sais pas si vous regardez ces espèces de courtes petites vidéos sur Arte, Blow Up, où il dit en ouverture « C'est qui ?» ou plutôt « C'est quoi ?» Milena Jessenska. Alors, je suis partie un peu de ça. C'est qui et c'est quoi. Et donc, j'ai proposé à Christine Le Cerf et à Léa Weinstein de nous écrire un texte ou de réfléchir à une intervention un peu sous forme d'hommage et de partager avec vous l'émotion d'une rencontre, l'émotion de leur rencontre avec Milena. Et qu'est-ce que représente Milena pour elle, qui elle est, comment elle s'inscrit dans sa réalité et dans notre réalité. Donc, pour cela, je leur ai donné une dizaine de minutes. Voilà, Mais l'idée vraiment de cette soirée, mais je l'ai dit déjà tout à l'heure,
c'est que dans le cas de ce centenaire Kafka, c'est de mettre en avant cette figure extrêmement libre et magnifique qui était Milena Chesenska. Alors, entre chaque intervention, nous allons donc entendre des extraits choisis de ce récit qui seront lus par Héloïse Godet, que je remercie également d'être avec nous ce soir. Alors, j'aimerais leur passer la parole tout de suite. Vous devez vous dire, pour une fois qu'elle est assise, elle ne cesse de parler. Mais c'est un peu vrai, j'en profite. Mais je pense qu'il est quand même, étant donné que je leur ai dit qu'il fallait qu'elles fassent une intervention extrêmement libre et personnelle sur Milena, elles ne vont pas revenir sur la biographie et un peu une chronologie. Et on s'est dit que pour vous, cher public, il était bon de vous faire en 5 minutes à peine un petit topo biographique. Alors pour rédiger cette courte biographie, je me suis grandement aidée de 2 podcasts consacrés à Milena Chesenska. Milena Chesenska, Le Feu vivant, Prague 1896, Ravensbrück 1944, produit et diffusé sur France Culture en février 2018 et réalisé par, vous ne le devinerez jamais, Léa Weinstein. Voilà. Je ne l'avais pas dit dans tous ces podcasts. Et donc un autre podcast également, Milena Chesenska de Prague, L'art de rester debout, produit et diffusé aussi sur France Culture en avril 2022 par Ruth Zilberman. Donc, Milena est tchèque, elle est née à Prague en 1896 dans une famille bourgeoise. Son père est un chirurgien et professeur à l'université Charles de Prague, il s'appelle Jan Jesenski. Et on pourrait dire que c'est un bon nationaliste tchèque qui représente véritablement la fierté nationale dans une Prague qui se vit comme une ville de savoir. La mère de Milena décède d'une maladie quand Milena a 13 ans, donc extrêmement tôt, jeune adolescente. Elle se retrouve seule avec son père qui lui laisse une grande liberté. Toutefois, il souhaite que sa fille réussisse, qu'elle soit éduquée. Donc, elle l'inscrit au lycée Minerva. Le lycée Minerva, c'est un lycée de jeunes filles éduquées dans une idéologie nationaliste, progressiste et féministe, dans lequel on peut donc étudier notamment le latin, le grec et l'allemand. Et Milena sortira de ce lycée Minerva diplômée en 1915. Alors, il faut savoir que les filles du lycée Minerva avaient une réputation. C'était celle d'être excentriques, provocatrices, ce qui allait très bien à Milena. Milena est jolie, elle cultive un côté androgyne, elle est très entière et elle met beaucoup de passion dans ce qu'elle entreprend. Et elle s'émancipe très vite de l'ordre que veut lui imposer son père. Elle va beaucoup dans les cafés, donc, je l'ai dit, fréquentés par des intellectuels de langue allemande et juifs pour beaucoup d'entre eux. Et c'est là, donc, à l'été 1916, qu'elle rencontre au Café Arco Ernst Polak, qui est un intellectuel juif qui parle allemand et tchèque et qui est extrêmement beau, apparemment. Et Milena est attirée par sa grande culture. Bah oui, assez fasciné. Il est beau, il est juif, il connaît plein de choses. Bon, voilà. Mais son père, vous imaginez bien, nationaliste un peu rigide, n'est pas du tout, rejette totalement cette union. Il va même aller jusqu'à l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour la remettre dans le droit chemin. Milena, c'est pas tellement son caractère, elle va réussir à s'en échapper et à retrouver donc Polak. Donc son père se voit contraint d'accepter leur mariage, mais pose une seule condition, c'est qu'ils partent. Ils quittent Prague pour s'installer, qu'ils quittent Prague, et donc ils vont aller s'installer à Vienne. Alors à Vienne, tout de suite, c'est plus tellement l'atmosphère de charme du Café Arco et la liberté et l'effervescence. La vie n'est pas facile, ils n'ont pas de ressources. Ernst Polak l'ignore, la trompe, donc Milena, souhaitant être indépendante, donne des cours de tchèque et va même jusqu'à être porteuse de valises.
Mais en fait, le véritable souhait de Milena, c'est de gagner sa vie en traduisant. Mais elle est, à ce moment-là, elle est contactée par un grand quotidien tchèque qui la sollicite pour qu'elle réalise des reportages de Vienne. Elle écrit beaucoup de textes sur des sujets mineurs comme la mode, sa concierge, le kitsch ou d'autres sujets. D'ailleurs, ce sont des articles qui ont été publiés par les éditions Cambourakis sous le titre Vivre. Alors malheureusement, j'ai appris tout à l'heure que la librairie n'avait pas reçu ces ouvrages, mais vous pourrez le trouver. C'est vraiment des textes. C'est vraiment des textes magnifiques dans lesquels on on retrouve Milena. Elle a un ton vraiment vivant, une voix tantôt tranchante, tantôt drôle, tantôt mélancolique, et ces articles plaisent beaucoup. Et le journal se vend vraiment rudement bien. Donc c'est un véritable succès. C'est comme ça qu'elle a débuté dans le journalisme, mais c'est aussi à travers ces textes qu'on voit qu'elle qu'elle a un véritable talent d'écrivaine. En 1920, elle propose à la revue littéraire tchèque d'avant-garde Kmen de traduire un texte, Le Soutier, dont l'auteur est cet écrivain qu'elle avait pu croiser jadis au café Arco et dont son propre mari lui avait vanté le génie. Quand elle écrit à Franz Kafka pour lui demander son autorisation, il est en train de soigner sa tuberculose à Murano et il accepte assez rapidement et il souhaite en revanche suivre de près cette traduction. C'est ainsi donc que débute leur correspondance. Milena a saisi le génie de Kafka et, comme avec les intellectuels du café Arco, elle n'a jamais eu peur de lui parler. Elle s'adresse à lui en toute liberté et en toute indépendance. Kafka, après plusieurs mois, souhaite que Milena revienne à Prague et vive avec lui, mais vous le savez, ça, on le sait, cette histoire est bien connue, donc elle refuse. Et ils se reverront que bien plus tard, quand Kafka est très malade. Elle va à son chevet et Kafka lui donnera donc, ses journaux. Milena n'oubliera jamais Franz Kafka et en 1924, c'est elle qui publie la plus belle et sensible des nécrologies dans le journal Národní listy. Donc, dans cette république tchécoslovaque tout juste créée, Milena Jesenská est une journaliste en vue qui appartient pleinement au milieu artistique et intellectuel pragois en pleine effervescence dans lequel elle évolue. Elle personnifie totalement en fait, la femme émancipée des années folles. Enfin divorcée de Polak, elle rencontre un architecte, Jaromír Krajcar, et l'épouse. En 1928, elle devient mère, naît sa fille Jana. Dans leur appartement de Prague, c'est un véritable défilé de gens. Il se passe vraiment quelque chose de gai, d'extrêmement vivant, d'extrêmement créatif. C'est vraiment la Tchécoslovaquie moderne dans une période d'insouciance. Les années 30 arrivent et sont marquées donc, par l'ascension du nazisme qui font de Milena une militante. Elle adhère au Parti communiste tchèque, mais s'en détache au moment des procès de Moscou, car elle fuit le dogme et le mensonge. Elle devient alors une des principales plumes de la revue politique et culturelle Prytnosk, dirigée par Ferdinand Peroutka. D'une vigilance toujours aiguisée, elle s'engage aussi dans un organisme d'aide aux réfugiés allemands qui fuient le nazisme, et notamment des réfugiés juifs. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour les aider, jusqu'à même faire de son appartement une cache, une fabrique aussi de faux papiers. Donc dans la nuit du 14 au 15 mars 1939, les troupes nazies entrent dans Prague. Le directeur donc, de la revue, Ferdinand Peroutka, est arrêté et Milena prend alors la relève de cette revue. Dès septembre 1939, ce journal ou cette revue est interdite et Milena va écrire pour un autre journal clandestin. En novembre 1939, Milena envoie sa fille Jana donc dans un appartement pour récupérer des exemplaires de ce journal clandestin, mais sur place. Il n'y a pas les personnes attendues, mais un homme de la Gestapo tchèque
qui oblige la petite fille, donc sa propre fille, à le conduire chez sa mère. Et c'est là que Milena sera arrêtée, le 12 novembre 1939. Donc elle est interrogée à Prague, puis à Dresde, puis elle est renvoyée à Prague. À ce moment-là, elle a l'espoir d'une libération, mais ce ne sera pas le cas, et donc elle est déportée au camp de Ravensbrück. Le 21 octobre 1940, c'est au camp donc, de Ravensbrück que Milena rencontre Margaret Bober-Neumann. Et Milena donc meurt, s'éteint le 17 mai 1944 à 3h30 du matin. Voilà. Donc on va maintenant entendre un premier extrait du texte, donc du récit de Margaret Bober-Neumann. Ce premier extrait, c'est un portrait de Milena dans un premier temps, et ensuite c'est sa rencontre avec Franz Kafka, donc à Murano en 1920. Milena était dépourvue de tout ce qui caractérisait les femmes et les jeunes filles de Vienne. L'insouciance, la coquetterie faite de charme et de grâce. Milena était belle, mais d'une beauté qui tenait à distance. Il y avait en elle rien d'arrondi, de douillet. Sa physionomie était celle d'une sculpture de l'Égypte ancienne. Son visage délicat n'était pas gracieux. Elle n'avait ni joues de rose, ni bouche capiteuse. Sa peau d'un éclat mat était toujours un peu blême. On se trouvait captivé par la force de son regard bleu pénétrant. Et ce n'était pas le contraste avec ses cils et sourcils sombres qui lui donnait sa coloration particulière, mais son propre rayonnement. Sa bouche sensuelle faisait contraste avec son menton énergique. Elle donnait l'impression d'être réfléchie, sûre d'elle-même. Rien en elle ne semblait indiquer qu'elle ait besoin qu'on la protège ou l'entoure, et pourtant, c'est à cela qu'elle aspirait vraiment. Voici le portrait que brosse l'écrivain Willy Haas de la Milena de cette époque. Lorsqu'un de ses amis exprimait un vœu, lorsqu'elle sentait qu'il était tout entier possédé par cette aspiration, elle n'hésitait pas un instant. Il fallait lui procurer ce qu'il convoitait si ardemment. C'était là un trait original de Milena. Elle avait la capacité de se couler intensément dans les sentiments d'un autre, si bien que ce que l'autre désirait impétueusement la poussait à agir sur le champ. Un jour, Willy Haas avait un besoin urgent d'une chambre car il venait de tomber amoureux, et Milena le tira aussitôt d'affaire. Elle lui procura pour sa première nuit d'amour la chambre d'une de ses connaissances proches, mais elle n'en resta pas là. Tout à son désir de combler pleinement son amie, elle orna la pièce d'une grande quantité de fleurs, la transformant tout simplement en une sorte de forêt vierge exotique. Elle n'avait alors très souvent même pas assez d'argent pour s'acheter de quoi manger à sa faim, ce qui veut dire qu'elle avait dû emprunter la somme importante que représentait tout ce décorum floral. Mais c'était là, pour Milena, la rançon la plus naturelle de l'amitié. Dans la postface qu'il rédigea aux lettres à Milena de Franz Kafka, Haas écrit « Elle faisait parfois penser à une aristocrate du XVIe ou XVIIe siècle, à l'un de ces caractères que Stendhal a empruntés aux chroniques italiennes anciennes pour les transposer dans ses propres romans, tels que La Duchesse de Sanseverina ou Mathilde de la Mole, passionnée, hardie, froide et intelligente dans ses décisions, mais dépourvue de scrupules dans les choix des moyens lorsqu'il s'agissait de satisfaire aux exigences de sa passion. Et dans sa jeunesse, c'est presque toujours de telles exigences qu'il s'agissait. Comme amie, elle était inépuisable, inépuisable en bonté, inépuisable dans ses exigences à l'égard de ses amis, chose qui d'ailleurs paraissait aussi bien à elle qu'à ses amis des plus naturels. Elle détonnait considérablement dans le climat de promiscuité érotique et intellectuelle qui était celui d'un café littéraire viennois en ces temps déréglés d'après 1918. Et elle en souffrait. C'est à Merano, en 1920, que Kafka et Milena commencèrent à s'aimer. Les lettres de Kafka qui ont été conservées témoignent de la violence de cet amour, de sa dimension tragique. Et je fus, quand je l'ai lu, le cœur battant, submergé par les souvenirs de Milena.
Tout ce qu'on peut y lire sous la plume de ce poète béni des dieux est unique, exceptionnel. Milena était telle que la voyait Kafka. Elle était l'amante. L'amour était pour elle la seule chose qui soit véritablement grande dans la vie. Elle sentait, éprouvait si intensément qu'elle pouvait s'abandonner totalement au plan moral, physique comme spirituel. Elle ignorait toute vaine pudeur et considérait que ce n'était pas une honte de ressentir intensément. L'amour était pour elle quelque chose de clair, d'évident. Elle n'avait jamais recours à quelque artifice féminin que ce soit. Elle ignorait le jeu et la coquetterie. Amante, elle avait ce don rare qui consiste à deviner les sentiments de l'autre. Elle pouvait même, plusieurs jours après, décrire à son partenaire l'enchaînement de sensations qu'il avait traversé et emporté à un instant donné. « On ne sait rien de l'autre avant de l'avoir aimé », me dit-elle un jour. Les rares témoignages écrits de Milena concernant Franz Kafka qui nous sont demeurés disent sa connaissance unique, profonde du génie de Franz Kafka, mais aussi de sa tragique faiblesse constitutionnelle. Toute sa vie durant, Milena souffrit de sentiments de culpabilité, se méprisant chaque fois qu'elle subissait un échec. Elle ne surmonta jamais la douleur que lui inspira sa rupture avec son père. À l'époque de ses amours avec Kafka, cette blessure qui ne devait jamais guérir était encore grande ouverte et la tourmentait sans relâche. Mais qui aurait pu mieux comprendre une telle douleur que Kafka, qui toute sa vie durant souffrit dans ses rapports avec son père? Désireux de lui montrer combien il la comprenait, il lui fit lire sa lettre au père. Alors je vais essayer de vous lire le plus naturellement possible ce texte très personnel qui m'a été demandé. Comme l'écrivait Franz Kafka à son ami Max Brod, à propos de cette jeune pragoise avec qui il vient d'entamer un échange épistolaire, c'est un feu vivant tel que je n'en ai jamais encore vu. Tenter de circonscrire un tel feu en l'espace de 10 minutes serait totalement hors de ma portée. Le livre de Margaret Buber-Neumann en constitue une preuve magistrale. Il faut sans doute avoir soi-même fait l'épreuve de ce feu pour pouvoir rendre compte de la force de son rayonnement. C'est pourquoi je me contenterai ce soir de montrer à travers quelques exemples comment Milena Jesenská, cette femme hors du commun, a traversé, telle une comète, la vie d'un écrivain tchèque comme celle d'une camarade de camp. Aujourd'hui encore, et Sophie l'a dit dans son introduction, le titre de notre rencontre de ce soir en témoigne. Milena, c'est d'abord un prénom magnifique, irradiant, mystérieux, quasi mythique. Un prénom comme Lou, Laure ou Alma. Toutes ces femmes sans nom, dont l'identité reste à jamais indissociable de l'homme célèbre qu'elles ont croisé sur leur chemin. Comme beaucoup d'entre vous, sans doute, c'est sous la plume de Kafka que j'ai entendu le prénom de Milena pour la première fois. Milena, quel nom riche et dense, si riche, si plein qu'on peut à peine le soulever, écrit Kafka à Milena, si merveilleux sous la couleur et la figure d'une femme que l'on emporte dans ses bras hors du monde, hors du feu. Nous sommes en juin 1920, Milena Jesenská a 24 ans et je découvrirai bien plus tard, avec une grande émotion, en lisant le livre de Margaret Buber-Neumann, que ce prénom avait exercé sur elle le même effet saisissant lorsqu'elle l'avait entendu pour la première fois en octobre 40 dans ce camp de Ravensbrück où Milena vient d'arriver, déportée comme résistante. Elle se présenta en disant « Milena de Prague ». Je demeurai pour le restant de la journée
sourde et aveugle à tout ce qui se déroulait autour de moi, le nom Milena m'envahissait totalement, je me grisais de son harmonie. À l'époque où Kafka entame cet échange épistolaire, Milena Jessenska est une jeune femme, comme l'a dit Sophie, très émancipée. Elle lit énormément, se passionne pour la vie artistique et littéraire, bouillonnante de cette jeune république. Elle est déjà mariée à Polak, elle vit avec lui à Vienne, commence à signer quelques articles pour une revue tchèque que son mari parcourt d'un air dédaigneux. C'est sur les conseils de Polak qu'elle a entrepris de traduire une nouvelle de Kafka en tchèque, Der Heizer, le soutier. Il commence par s'écrire à ce sujet, puis tous les jours, de plus en plus, parfois plusieurs fois par jour. Cette soif de lettres est insensée, lui écrit Kafka. Et pourtant on boit les lettres, et tout ce que l'on sait, c'est qu'on veut continuer à boire. Expliquez-moi cela, Milena. Mais Milena reste muette, non pas qu'elle n'aurait rien à dire, mais parce que ses propres lettres ont disparu, sans doute brûlées ou saisies en 1939 par les hommes d'Hitler. J'ai longtemps lu ces lettres à Milena sans chercher à savoir à quelle femme réelle elles étaient adressées. Je me contentais de l'image que je me faisais d'elle à travers ces lettres. Il faut dire qu'elles sont totalement magnifiques, parmi les plus belles et les plus sensuelles que Kafka ait jamais écrites. Je t'aime donc, toi la récalcitrante, comme la mer aime un minuscule galet de son fond. C'est exactement ainsi que mon amour te recouvre. Et parce que c'est toute la force et le but des lettres de Kafka, j'avais l'impression fausse que Milena était là. Je la sentais partout, elle se glissait partout, entre chaque mot, chaque ligne. Je m'habituais à cette présence mystérieuse, quasi fantomatique. Était-ce si faux que cela ? Margaret Buber-Neumann ne dit pas autre chose. Durant ces 4 années de camp passées à ses côtés, elle dit « C'était le mystère émanant de toute sa présence physique qui me fascinait le plus. Milena n'avançait pas dans ce monde d'un pas ferme assuré, elle se déplaçait en glissant. Il n'empêche, cette Milena n'est pas la vraie Milena Jessenska, c'était son fantôme que l'écrivain faisait surgir avec des mots. Kafka est d'ailleurs pleinement conscient du caractère compulsif et déréalisant de ses lettres, il le lui écrit. Écrire des lettres, cela signifie se dénuder devant les fantômes, ce qu'ils attendent avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination, mais les fantômes les boivent sur le chemin jusqu'à la dernière goutte. C'est bien plus tard, donc, à la lecture du livre de Margaret Buber-Neumann, que j'ai compris pourquoi, que j'ai compris ce qui m'attachait si puissamment à ces lettres sans réponse. C'est que j'y voyais se déployer en actes l'une des plus grandes qualités de Milena, celle qui fonde toutes ses relations aux autres, celle qui s'exprime dans tous les articles qu'elle a écrits, qu'ils soient culturels, sociologiques ou politiques, qu'ils traitent, et c'est important, du vêtement de la femme, du premier jour d'une guerre ou de la vérité en politique. C'est ce que Margaret Buber-Neumann appelle la force de son questionnement. Elle écrit « Milena savait poser des questions. Elle créait dans toute conversation une atmosphère de proximité. Elle avait le don et la force de se mettre dans la peau de l'autre. Et il est vrai que sous le feu de ces questions, jamais Kafka ne s'est à ce point ouvert sur lui-même que dans ses lettres à Milena. Vous me demandez si je suis juif, ou encore, je vais donc vous répondre à la question de la peur. Et Kafka se livre, comme il ne l'a jamais encore fait, sur son enfance, sur sa judéité, et avant tout sur cette peur, peur de la vie, peur de l'amour, cette peur qui le terrasse toujours plus à mesure que s'approche cette première et véritable rencontre. Kafka le lui écrit « Les plus belles de toutes tes lettres, et les plus belles c'est beaucoup dire car elles sont dans leur ensemble, dans chacune de leurs lignes ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie, ce sont celles dans lesquelles tu donnes raison à ma peur, tout en essayant de m'expliquer pourquoi je ne dois pas la voir. »
Cette peur qui aura finalement raison de leur histoire d'amour, Milena parvient momentanément à la dompter durant ces 4 jours qu'ils passeront ensemble dans la forêt viennoise. Et personnellement, je ne me lasse jamais de lire et de relire cette lettre inouïe du 9 août 1920 où Kafka apparaît comme un homme heureux, comme un homme que la peur a momentanément quitté et qui se saisit des mots pour le raconter. Quand tu m'as posé un jour la question « Comment pouvais-je dire du samedi qu'il était bon, avec la peur dans le cœur ?» Cela n'est pas facile, cela n'est pas difficile à expliquer. Comme je t'aime, j'aime le monde entier, et ton épaule gauche en fait partie aussi, et ton visage au-dessus de moi dans la forêt, et ton visage en dessous de moi dans la forêt, et le repos sur ton sein presque nu. Et c'est pourquoi tu as raison quand tu dis que nous n'avons déjà fait qu'un, et je n'ai aucune peur de cela. La correspondance de Milena Jessenska n'a pas été totalement détruite. Les lettres qu'elle adresse à leur ami commun Max Brod en janvier-février 1921, après sa rupture très douloureuse avec Kafka, ont été conservées. Dans l'une de ces lettres, elle évoque ce moment unique dans la vie de Kafka et élucide ce que je proposerais d'appeler l'effet Milena. Ce qu'est sa peur, je le sais jusqu'à la dernière fibre. Elle existait bien longtemps avant moi, avant qu'il ne me connaisse. J'ai connu sa peur avant de le connaître lui-même. Je me suis cuirassée contre elle en la comprenant. Durant les 4 jours que Franz a passés à mon côté, il l'a perdue, nous nous sommes moqués d'elle. J'ai été d'autant plus bouleversée de découvrir dans le livre de Margaret Buber-Neumann le témoignage de cette jeune Tchèque à son arrivée à Ravensbrück en octobre 1941, qui dit ceci: « Abattue et chavirée par nos premières impressions du camp, par l'horreur que nous y découvrions, tenaillés par la peur, nous attendions la prochaine torture, et voici que Milena apparaît à la porte en haut de l'escalier et nous lance avec un geste aimable de la main. Je vous souhaite la bienvenue, les filles. Je n'oublierai jamais ce que je ressentis alors, c'était la première véritable manifestation d'humanité au milieu de toute cette inhumanité. Milena Jessenska continuait donc de se cuirasser contre la peur, de la comprendre et de la faire perdre aux autres jusque dans le camp. Le livre de Margaret Buber-Neumann, on l'aura compris, a durablement changé l'image de ce feu vivant qu'a été Milena Jessenska. Mais il n'est pas le seul, et je vous encourage vivement à lire, si ce n'est déjà fait, Vie de Milena Jessenska, publiée par sa fille, Jana Tcherna, ou encore Milena Jessenska d'Alena Wagnerova. Vous y découvrirez qui était cette maman Milena, comme l'appelait parfois Kafka et aussi certaines de ses compagnes de déportation, et vous y découvrez ce qui attachait profondément la Milena de Prague à sa Bohème natale. Ces 3 femmes ont en commun d'avoir rendu un hommage vibrant à l'être libre qu'a été Milena Jessenska. Mais toutes ont également reconnu en elle l'écrivaine, sa plume, son style, ses mots. Kafka lui écrit d'ailleurs très vite, dès la réception de sa traduction, « Ce n'est pas n'importe quelle écrivaine, celle qui a écrit cela. En tchèque, je ne connais qu'une seule musique de la langue, celle de Božena Němcová. Ici, il y a une autre musique, mais qui lui est apparentée du point de vue de la détermination, de la passion, de la gentillesse et surtout de l'intelligence lucide. Božena Němcová était la grande écrivaine tchèque du XIXe siècle. Son roman Babiška, Grand-mère, est encore aujourd'hui l'un des romans les plus lus de la littérature tchèque. Si les lettres de Milena n'avaient pas été détruites, on ne lirait pas aujourd'hui les lettres à Milena, mais la correspondance de Milena Jessenska et Franz Kafka. Nul doute qu'elle constituerait un joyau de l'échange épistolaire amoureux. Et j'aime à penser qu'elle pourrait trôner à côté du temps du cœur, cette correspondance prodigieuse entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan, 2 poètes qui se sont eux aussi intensément et douloureusement aimés
dans cette même ville de Vienne où Franz et Milena s'étaient retrouvés. Pour toutes ces raisons, 70 ans après sa mort, il est temps pour moi, et j'espère aussi pour vous, d'appeler Milena Jessenska. C'est tout aussi beau, et cela ajoute encore à la force de son rayonnement. Pardon. Oh. Merci infiniment, Christine. Nous allons écouter maintenant un deuxième extrait. On a choisi un extrait du récit qui raconte donc la vie de Prague, la vie des cafés comment Milena en faisait partie de son monde à elle dans les années 20. Et ensuite, la deuxième partie de la lecture, c'est la montée du nazisme, la montée du péril et les engagements de Milena. Ce n'était pas seulement la nouveauté, l'inconnu qui attirait Milena vers les intellectuels allemands et juifs, c'est aussi qu'auprès d'eux, elle rencontrait une culture ancienne, si différente de celle dans laquelle elle avait grandi, avec toute son étroitesse, sa petitesse, son provincialisme. Elle rencontrait une culture qui avait depuis longtemps atteint sa maturité, voire l'avait dépassée, tandis que la sienne propre, la culture tchèque, en était encore au stade du bourgeonnement et de l'éclosion. C'est là un aspect tout à fait caractéristique de Milena. Elle a grandi dans la tradition tchèque, y est toujours demeurée enracinée, mais le désir de s'en détacher, de s'intégrer à une dimension cosmopolite l'a toujours habitée. L'essor de la littérature allemande pragoise fut un phénomène étrange, car il se déploya pour ainsi dire dans le vide. Ces écrivains allemands n'étaient pas enracinés dans le pays. Ils ne rencontraient pas d'écho dans l'ensemble de la population tchèque qui les entourait. « Je n'ai jamais vécu parmi le peuple allemand », écrivit un jour Franz Kafka à Milena. « L'allemand est ma langue maternelle, il m'est donc naturel, mais j'aime bien mieux le tchèque. » Ce phénomène n'était pas seulement propre aux Juifs, bien qu'il les affectât tout particulièrement, il était aussi aux quelques artistes allemands vivant à Prague. C'est le cas, par exemple, de Rainer Maria Rilke. Lui non plus ne rencontra pas d'écho parmi le peuple tchèque, ce qui rend plus étonnante encore la qualité de son travail poétique. Peut-être est-ce cette situation qu'il faut rapporter à cette situation qu'il faut rapporter la puissante force d'attraction que ces jeunes filles tchèques pleines de tempérament exercèrent sur ces poètes réceptifs et sensibles. C'était là une forme d'échange, de réciprocité qui se mettait en place. Cet attrait mutuel s'est trouvé déterminé aussi bien par les tendances similaires que par les courants contraires qui affectaient les uns et les autres. Il fut d'autant plus profond que les Allemands pragois et les jeunes filles tchèques avaient subi les mêmes influences, grandi dans le même environnement. Prague, avec ses vieilles rues, ses ponts, ses places endormies, ses enchevêtrements de toits rouges, gris et verts, au pied du Rajdin, le fier château, la campagne de Bohême, avec ses arbres et ses berges riantes, le long du fleuve qui serpente, la Moldau. Pourtant, les uns et les autres provenaient de milieux totalement différents dans ce vieux Prague divisé en deux. Simplement, et c'était là la nouveauté, ces jeunes gens issus de deux milieux antagoniques rejetaient les préjugés les plus profondément ancrés pour se retrouver ensemble. Cependant, quelque intérêt qu'elle manifesta pour d'autres cultures, pour la recherche de voies nouvelles, Milena demeura toujours indépendante. Elle ne tomba jamais dans l'imitation. Elle demeura toujours la jeune fille de Bohême chaleureuse qu'elle avait été, quel qu'ait pu être l'attrait exercé sur elle par nombre d'Allemands ou de Juifs pragois et la profondeur de son accord avec eux. Il y avait, parmi les élèves du lycée Minerva, de fortes personnalités, en assez grand nombre, mais Milena émergeait de ce groupe. Elle était un feu ardent. Ce qui la caractérisait avant tout, c'était ses débordements de sympathie pour ses frères humains.
C'est ainsi qu'elle parvenait à gagner à elle des personnes appartenant aux milieux les plus divers, aussi bien les hommes que les femmes, où les jeunes filles tombaient sous son charme. Pour Milena, les barrières sociales n'existaient pas. On pouvait avoir des amis partout, partout où existait encore amitié et amour authentique. Pour autant, elle ne considérait pas que toutes les différences devaient s'effacer. Ces amitiés créaient un lien nouveau, rassemblant tous ceux qui, comme elle, vivaient dans la clarté, l'honnêteté et la vérité. Milena possédait une sorte de don de double vue concernant les sentiments, une capacité de percer la couche de mensonges dont chacun se protège dans ses jugements sur les gens, d'aller au cœur d'une personnalité en se frayant un chemin au travers des strates d'habitude acquises. Elle savait distinguer chez les autres l'authentique de l'acquis, ce qui relève du vernis, des normes inertes. C'était pour elle des concepts comme celui d'être humain qui avaient un sens, et non pas des catégories mortes comme celle de société humaine normalisée. Autant dire qu'elle rejetait les catégories de la société qui l'entourait, de la société bourgeoise rabougrie, qui dépersonnalise les individus, les rend incapables de s'élever au-dessus de leur propre moi, ou plus précisément de prendre leur distance d'avec leur moi pour être capable de le juger comme s'il s'agissait d'une autre personne. Milena put constater sur place les souffrances sans cesse croissantes qu'enduraient les Juifs de la région, avant même que les Allemands n'occupent les Sudètes. Elle avait suffisamment d'imagination pour se faire une idée des horreurs que subissaient et subiraient encore les Juifs vivant sur les territoires où les nazis avaient imposé leurs lois. Lorsque, un an plus tard, en mars 1939, l'ensemble de la Tchécoslovaquie tomba entre les mains d'Hitler, Milena savait une chose. S'il lui fallait s'atteler à sauver tous ceux dont la vie était menacée, c'est la population juive qu'il lui faudrait aider en toute priorité. Cette année 1938 lui apprit une chose encore. Jusqu'alors, elle avait considéré tout ce qui avait trait à l'armée comme un mal nécessaire. Mais maintenant, elle commençait à comprendre l'importance de la défense du pays, et elle voyait le corps des officiers tchèques, qu'elle percevait jusqu'alors comme une caste totalement étrangère, avec des yeux tout à fait différents. Milena fit preuve d'une clairvoyance presque prophétique. Elle fit montre d'une capacité d'analyse étonnamment supérieure à celle de nombre de ses contemporains. Dans le journal clandestin de résistance Pritomnost, 22 mars 1939, dernier article de Milena avant son arrestation. Comment surviennent les grands événements? Ils sont inattendus et soudains, mais lorsqu'ils sont là, nous constatons chaque fois que nous ne sommes pas surpris. Dès que notre âme se dénude un instant, elle découvre aussitôt la vérité. Je le savais. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on entend tant de gens répéter « je m'en doutais ». Je l'avais bien dit. Je les crois. Nous nous en doutions tous. Mais la logique des choses recèle en même temps leur contraire. Chaque être attend dans sa vie quelque événement étonnant, le bonheur, la misère, la maladie, la faim, la mort. Mais quand il surgit, il ne le reconnaît pas. Tout ce qu'il sait, c'est que cet événement s'est emparé de lui tout entier, sans lui laisser ni le temps, ni la possibilité d'agir. Lorsque le téléphone a sonné, mardi à 4 heures du matin, lorsque les camarades et les amis ont appelé, lorsque la radio tchèque a commencé à émettre, la ville, sous nos fenêtres, affichait son air de toutes les autres nuits. L'alignement des réverbères formait le même dessin, les carrefours, la même croix. Sauf que peu à peu, à partir de 3 heures du matin, on a vu les lumières s'allumer.
Cette aube trouble au-dessus des toits. La lune pâlit sous les nuages. Une tasse de café chaud et les annonces à la radio. C'est ainsi que les grands événements viennent à nous, à pas feutrés, sans crier gare. À 8h35, le 15 mars 1939, l'armée du Reich a débouché sur la Narodni Trida. Sur les trottoirs, une foule de passants comme d'habitude. Personne n'a regardé, personne n'a tourné la tête. Bonsoir. Je voudrais dire pour commencer juste un mot de l'effet Milena qu'on sent, j'ai l'impression, depuis le début de cette soirée, et de cette force qu'elle dégage et qu'elle nous transmet aussi. Pour moi, personnellement, ça a été, comme pour Christine d'ailleurs, effectivement d'abord cette femme aimée, mais invisible, inaudible, disparue, la femme aimée de Franz Kafka. Et grâce à ce livre, que j'ai moi aussi découvert après, ce livre de Margaret Buber-Neumann, elle devient une amie un peu plus visible, et peut-être parce qu'elle est racontée, regardée par une femme cette fois. Et donc moi, j'aimerais vous parler de ça peut-être ce soir, de ce lien entre ces deux femmes, tel qu'il sous-tend le texte, et aussi de ce que ça signifie de parler de Milena Jesenská ici, au hommage, et donc peut-être aussi de questionner son rapport au peuple juif, et cette question de la résistance qui, on l'entend, traverse sa vie et surtout sa mort, en l'occurrence. Donc je vais commencer par parler du camp, parce que je pense qu'il faut, pour saisir la force de ce texte, comprendre que le camp de Ravensbrück en est vraiment l'épicentre. C'est le lieu de rencontre, on l'a compris, entre ces deux femmes. C'est le lieu où Milena va mourir, mais c'est aussi le lieu où le livre qu'on lit va naître. Et c'est là où le livre, en fait, va devenir possible. Je voudrais simplement rappeler, donc, on sait que Ravensbrück est un camp de concentration et non pas d'extermination, un camp de concentration pour femmes qui est destiné plutôt aux résistantes, donc à des déportés politiques. Et c'est à ce titre que Margaret Buber-Neumann et Milena Jesenská s'y retrouvent internées. Néanmoins, il faut quand même mesurer qu'elles y passent respectivement 4 et 5 ans en déportation, ce qui est particulièrement long, et dans un camp où néanmoins la mortalité explose dès le premier hiver qu'elles passent toutes les deux là-bas, c'est-à-dire l'hiver 1941-1942. Il y a quand même des sélections qui s'organisent dès cet hiver-là pour éliminer les femmes qui sont inaptes au travail. Il y a aussi ce lieu dont on apprend des choses dans le livre, qui est l'infirmerie, où va mourir Milena d'ailleurs, où se pratiquent des expérimentations atroces et des euthanasies quotidiennes. Et début 1945, les SS construisent une chambre à gaz à Ravensbrück, où les historiens considèrent qu'entre 5000 et 6000 personnes sont assassinées avant l'arrivée des troupes soviétiques en avril 1945. Donc Margaret Buber-Neumann, elle, va être libérée quelques jours avant et va s'enfuir à pied pour rejoindre Francfort. Et Milena, elle, y est morte donc quelques mois, au mois de mai 1944, quelques mois auparavant, parce qu'elle a des problèmes de santé, elle est d'une santé plus fragile, et elle a aussi une dépendance aux médicaments qui va en fait véritablement à la morphine, qui va véritablement la tuer. Elle se rencontre
donc tôt dans cette déportation, en octobre 40, et très vite, elles forgent ensemble le projet d'un livre. Et ça, Margaret le raconte dans la biographie en disant ce qui, moi, me bouleverse à chaque fois, notre livre. C'était notre livre. Et donc, il y a eu tout de suite un projet commun d'écrire sur le camp et donc d'essayer d'être à la fois dans ce lien et dans ce statut d'observatrice comme résistance. Il y a vraiment aussi cette idée de regarder le camp et non pas uniquement de le subir, mais de l'observer. Et donc on pense à Charlotte Delbo aussi, par exemple, en lisant ce livre, mais on en trouve une trace. Alors ça, c'est pas le livre qu'on va lire, puisqu'elles ne rentreront pas ensemble. Et quand elles comprennent ça, c'est-à-dire quand Milena comprend qu'elle va mourir, un autre projet de livre naît à l'intérieur du camp, encore une fois, entre elles, qui est celui de la biographie. L'idée naît du vivant de Milena, et c'est même une demande que formule en fait Milena à son amie Margaret. Et ce qui est très beau, ce qui est présent dans le livre, Margaret la cite, « Tu diras qui j'étais ». Et donc c'est à partir de la vie telle que Milena l'a racontée pendant ces 4 ans au camp que cette biographie va pouvoir être écrite ensuite comme une espèce de promesse tenue et donc de remplacement de ce premier projet d'un livre ensemble à cette biographie de Milena. Et donc ça donne un livre assez unique, enfin en tout cas à ma connaissance, puisque c'est à la fois un témoignage sur le camp de Ravensbrück, c'est un livre qui raconte le quotidien de ces femmes à l'intérieur du camp, mais c'est un témoignage qui est écrit à travers le récit de la vie de quelqu'un d'autre. Le témoin ne témoigne pas pour lui, mais le témoin témoigne pour l'autre, qui n'est pas revenu. Donc vous avez cette espèce d'aller-retour, en fait, très, très singulier. Là encore, un espèce de portrait en creux, et un témoignage en creux aussi pour Margaret Buber-Neumann de sa propre déportation et de la façon dont cette amitié, dont ce lien va constituer pour elle une véritable survie. Pas seulement une résistance, mais véritablement une survie. C'est comme ça qu'elle en parle. Je voudrais aussi rappeler simplement, parce qu'on l'a quand même, on l'a un peu évoqué, mais on ne l'a pas dit très concrètement, pourquoi Milena a été arrêtée. Donc, elle a organisé un véritable réseau de sauvetage des Juifs à l'intérieur de son appartement à Prague, avec sa fille, donc on a évoqué Jana Tcherna, et avec aussi un autre homme qui n'était pas celui de la revue, mais un autre homme qui lui a donné de l'argent et qui l'a aidé à la fois à fabriquer des faux papiers et à héberger des Juifs sur leur itinéraire de fuite vers la Pologne. Elle a sauvé des milliers de Juifs et elle a été d'ailleurs reconnue comme juste parmi les nations par Yad Vashem, qui a sur son site une magnifique notice biographique qui rend hommage à Milena, qui cite Franz Kafka, mais qui va au-delà de la femme aimée de Franz Kafka et qui rend aussi hommage à son amitié avec Margaret Buber-Neumann. Alors, cette amitié, c'est la deuxième et dernière chose dont je voudrais parler. Sur cette notice que j'ai relue d'ailleurs pour préparer la soirée, la notice de Yad Vashem, ils disent une amitié rare. Et dans la traduction de Brossa qui a été reprise dans cette réédition, donc qui date de 86, il y a quand même
à mon sens, enfin Christine pourrait le dire mieux que moi par rapport à l'allemand, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pudeur comme ça. Comme d'ailleurs dans cette expression d'amitié rare entre ces deux femmes. En fait, dans le texte, lorsque Margaret Buber-Neumann raconte leur rencontre, elle la raconte tout de suite comme une rencontre et un contact physique. Et tout au long du livre, on se pose, en tout cas quand on le lit aujourd'hui, on se pose la question de l'amour physique, de la dimension homosexuelle de ce lien, qui en fait est décrit de manière à la fois complètement impudique, on peut dire, mais de manière complètement naturelle par Margaret Buber-Neumann, qui, elle, n'a pas l'air de se poser cette question. Je vais vous lire peut-être juste deux extraits. Moi, je lis des extraits de leur rencontre après. Je sais pas de leur rencontre. Voilà, donc la rencontre, on l'entendra, reste dans un espèce de romantisme comme ça, mais quand même de la rencontre amoureuse. Et je voudrais donc lire ce qui se passe un petit peu après. C'est-à-dire le moment où elle se retrouve clandestinement le soir à l'intérieur du camp. Les SS pouvaient tout interdire, nous réduire à l'état de numéros, nous menacer de mort, nous asservir. Mais dans les sentiments que nous éprouvions l'une pour l'autre, nous demeurions libres et hors d'atteinte. C'est à la fin du mois de novembre que nous osâmes pour la première fois nous prendre par la main, pendant une promenade du soir, chose formellement interdite à Ravensbrück. Nous marchions à grands pas, comme si nous étions en train de danser, les yeux perdus dans la lumière laiteuse de la lune. La seule chose qui comptait pour moi, c'était la main de Milena dans la mienne. Tout ce que je souhaitais, c'était que cet instant ne finisse jamais. Et quelques pages après, Margaret Buber-Neumann s'interroge aussi sur ce que ça crée comme lien entre les femmes d'être dans cette promiscuité du camp. L'étroite proximité des milliers de jeunes femmes et de jeunes filles créait, en dépit de la terreur ambiante dans le camp, une atmosphère érotique, écrit-elle. Et lorsque j'ai réalisé le documentaire que vous avez cité sur Milena Jesenská, j'ai posé systématiquement la question à mes interlocuteurs, à mes interlocutrices, mais donc, elles se sont aimées, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Et à chaque fois, je faisais face à ce même malaise, c'est-à-dire à cette impossibilité de me répondre oui. Alors qu'il me semble que c'est quelque chose dans le livre qui est important. Alors j'ai réfléchi à ce malaise, j'ai essayé de m'interroger sur la raison de ce malaise, en dépit d'une certaine évidence, vous en conviendrez, et encore plus quand vous aurez entendu Héloïse. Et je me suis dit, peut-être que ce qui nous gêne, c'est pas la relation homosexuelle, ou c'est pas le besoin de qualifier cette relation absolument. On pourrait dire que d'ailleurs, peu importe. Mais je pense que c'est parce que ça se passe dans le camp. Et que c'est à ça qu'il faut revenir pour comprendre le degré de résistance et de liberté. C'est pas des mots. C'est encore une fois de la survie. C'est ça qui se passe à ce moment-là entre elles. Parce que ce qu'elles vivent dans le camp, ce n'est pas seulement un asservissement psychique, ça l'est aussi bien sûr, mais c'est un asservissement des corps. Et encore une fois, pensons à ce qui se passait à l'infirmerie, aux expérimentations médicales. Ce sont leurs corps de femmes qui sont à ce moment-là exterminés d'une certaine façon dans le camp. Et donc que par leur corps de femmes, elles puissent résister dans cette histoire, je pense que ça, c'est pas anodin, ni gratuit, ni anecdotique, et que ça nous oblige à regarder cette relation et sa force telle qu'elle a vraiment existé. Et pour finir, je voudrais dire que, en m'interrogeant
donc à la fois sur cette question du statut du texte, est-ce que c'est une biographie ou est-ce que c'est un témoignage, et en m'interrogeant sur la nature de leur relation, dans laquelle on retrouve cette espèce de confusion des genres. Est-ce que c'est de l'amitié, une rare amitié, ou est-ce que c'est de l'amour physique? J'ai cherché à trouver un concept qui pourrait nous aider à sortir de cette confusion et définir. Et j'ai repensé, je suis retombée sur un concept qui est formulé par Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, donc qu'elle écrit en 1958, et dans lequel Hannah Arendt réfléchit à ce que c'est que l'action, le concept d'action pour l'homme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire agir? Et pourquoi ça nous fait peur d'agir? Et la réflexion d'Arendt, c'est de dire on a peur d'agir parce qu'il y a quelque chose d'irréversible dans l'action, on ne peut pas revenir en arrière, et d'imprévisible aussi. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas prévoir en avant. Et donc, contre cette imprévisibilité, qu'est-ce qu'on a, en fait? Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'hommes modernes et femmes modernes? Qu'est-ce qui nous reste? Et là, Hannah Arendt fait émerger ce concept magnifique de la promesse. Contre l'imprévisibilité de l'avenir, on peut promettre, on peut se faire des promesses. Et je me suis dit, en fait, ce livre, c'est ça. C'est une promesse qui a été faite dans ce lieu de Ravensbrück, que Margaret Buber-Neumann a tenue après, et qui donc nous bouleverse et nous aide aussi, comme le disait Sophie Andrieux dans son introduction. Et donc, j'ai retrouvé juste une petite phrase d'Arendt sur la promesse, et j'ai l'impression qu'elle résonne aujourd'hui et qu'elle nous dit pourquoi on a besoin de promesses. Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Cette faculté qui consiste à se lier par des promesses sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir par définition, des îlots de sécurité, sans lesquels aucune continuité ne serait possible dans les relations des hommes entre eux. Et je pense qu'on a besoin de promesses, et je pense que ce lieu où on lui rend hommage ce soir est un îlot de sécurité. Merci infiniment, Léa. C'est une rencontre et donc une promesse entre Margaret et Milena que nous raconte ce dernier extrait. C'est le 21 octobre 1940 que j'ai reçu la première lettre de Milena. Il s'agissait d'un morceau de papier qui me fut subrepticement glissé dans la main alors que je me trouvais dans l'allée qui traverse le camp. Cela ne faisait que quelques jours que nous nous connaissions. Mais quel sens cela a-t-il de parler de jours quand le temps se décompose en heures, en minutes, non, en battements de cœur? C'est au camp de concentration de femmes de Ravensbrück que nous nous sommes rencontrés. Milena avait entendu parler de mes mésaventures par une Allemande arrivée au camp par le même transport qu'elle. La journaliste Milena Jesenska voulait donc me parler. Elle voulait savoir s'il était vrai que l'Union soviétique avait livré à Hitler des militants antifascistes qui avaient émigré en URSS. C'est pendant la promenade des nouvelles arrivantes que Milena vint à moi. Cette promenade s'effectuait sur un chemin étroit entre l'arrière des baraques et le mur du camp. Ce mur immense, surmonté de barbelés où passait un courant à haute tension et qui nous séparait de la liberté. Elle se présenta en disant « Milena de Prague ». Sa ville natale était plus importante pour elle que son nom de famille. Je n'oublierai jamais le geste qu'elle fit pour me saluer cette première fois. La force et la grâce qui accompagnaient ce geste.
Lorsque sa main fut dans la mienne, elle dit d'un ton légèrement ironique « Je vous en prie, ne la serrez pas, ne la secouez pas comme vous autres Allemands avez l'habitude de le faire. J'ai les doigts malades. » Son visage était marqué par les grandes souffrances qu'elle avait connues. Il était gris et pâle, comme le sont ceux des prisonnières. Mais l'impression de maladie qui se dégageait d'elle disparut aussitôt, tant étaient vifs ses mouvements, tant était grande la force qui émanait de son regard. Milena était grande. Elle avait des épaules larges et étroites et une tête gracile. Ses yeux, comme son menton, trahissaient un grand esprit d'initiative et sa belle bouche énergique l'excès de sentiments qui l'habitaient. Son nez, délicatement féminin, donnait une apparence plutôt fragile à son visage et le sérieux de son front, quelque peu bombé, se trouvait atténué par les petites boucles qui l'encadraient. Nous nous tenions sur l'étroit chemin et empêchions les autres d'avancer, bloquions le va-et-vient de la masse compacte des détenus. Gagnée par la colère, celle-ci essayait de nous pousser en avant avec des gestes rageurs. Je n'avais donc qu'une idée en tête, mettre un terme le plus rapidement possible à ces salutations et reprendre ma place dans la ronde, au rythme prescrit. J'avais en effet appris, au fil des années passées en détention, à m'adapter aux lois qui régissent les mouvements de ces troupeaux de détenus. Mais Milena était totalement dépourvue d'une telle faculté. Elle se comportait sur l'allée de camps de concentration exactement de la même façon que si l'on nous avait présenté l'une à l'autre sur le boulevard de quelque ville paisible. Elle faisait traîner en longueur les salutations. Elle était toute à la joie de faire une nouvelle connaissance, empoignée aussi peut-être par la passion du reporter, par la perspective de sonder un destin étrange. Pendant les premiers instants, son insouciance m'avait mise hors de moi. Puis, elle avait commencé à me fasciner. J'avais en face de moi une personnalité que l'on n'avait pas brisée, un être libre parmi les humiliés. Nous avons alors repris notre place dans la masse des détenus, le long du mur des lamentations, c'est ainsi que l'avait baptisé Milena, parmi les tourbillons de poussière soulevés par les galoches de bois. Lorsqu'on rencontre quelqu'un en temps normal, la façon dont il est vêtu nous apprend quelque chose sur son compte, nous indique très souvent sa position sociale, même s'il s'agit d'un inconnu. Milena de Prague portait la même robe rayée, flottante et pendante que moi, le tablier bleu et le fichu réglementaire. Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle était une détenue tchèque, une journaliste. Elle parlait avec un léger accent, mais pas comme une étrangère. Sa maîtrise de l'allemand était parfaite, et la richesse de son vocabulaire, sa capacité d'expression m'enthousiasmait dès ces brèves 10 minutes au cours desquelles nous fîmes connaissance. Nous échangeâmes encore quelques paroles pour prendre congé, nous dîmes au revoir, mais je courus vers ma baraque ne sachant trop ce qui m'était arrivé. Une amitié intense est toujours un cadeau de grand prix, mais si on en éprouve le bonheur dans des conditions désespérantes, comme celle du camp de concentration, il peut devenir l'essence même de la vie. Aussi longtemps que nous avons été ensemble, Milena et moi, sommes parvenus à surmonter tout ce que le présent avait d'insupportable. Mais avec toute sa force et son caractère exclusif, cette amitié est devenue davantage encore une protestation ouverte contre l'avilissement que nous subissions. Les SS pouvaient tout interdire, nous réduire à l'état de numéro, nous menacer de mort, nous asservir, mais dans les sentiments que nous éprouvions l'une pour l'autre, nous demeurions libres et hors d'atteinte. C'est à la fin du mois de novembre que nous osâmes pour la première fois nous prendre par la main. La sirène du camp retentit. Il était l'heure d'aller se coucher. Toutes se précipitèrent vers les baraques. Nous hésitâmes, resserrâmes nos tétreintes. Nous ne voulions pas nous quitter.
nous entendions se rapprocher les vociférations d'une surveillante. Milena murmura « Viens, viens plus tard, au mur des lamentations derrière ma baraque, pour être ensemble, quelques minutes seulement. » Puis nous nous séparâmes en hâte, non sans avoir essuyé un maudit de bonne femme furieux. À l'heure dite, je me glissais hors de ma baraque, grouillante de détenus. Il ne me vint absolument pas à l'idée que cette rencontre pouvait me valoir des coups, un séjour dans la prison du camp, voire peut-être la mort. Sans me soucier de savoir si l'on m'observait, je courus le long des fenêtres éclairées, atteignis le chemin qui longe le mur des lamentations. Il faisait noir, comme dans un four. Je ne savais plus que faire. Cherchant à étouffer le bruit des galoches, je cherchais à tâtons le bord du chemin et continuais à courir sur la pelouse. Je remarquai une lueur. En proie à une intense agitation, je me précipitais dans l'obscurité, trébuchais sur un petit buisson et tombais dans les bras de Milena. Le matin suivant, je me retrouvais à l'interminable appel quotidien. Travaillant à l'infirmerie, Milena était parfois dispensée de participer au rassemblement. Les 300 détenus de ma baraque se tenaient immobiles et silencieuses le long de l'allée, face à l'infirmerie. On attendait que la chef SS chargée du rapport vienne effectuer les contrôles habituels. C'est alors que je vis Milena s'avancer vers une fenêtre fermée dans le couloir de l'infirmerie. Elle me regarda, posa la main sur la vitre et la fit glisser lentement sur le verre, m'adressant un salut tendre et muet. J'étais ravie et lui adressai un signe de la tête. Mais tout à coup, je me mis à avoir terriblement peur pour elle. Des centaines d'yeux ne voyaient-ils pas la même chose que moi ? À chaque instant, la surveillante SS pouvait arriver. Le long couloir avait 6 ou 7 fenêtres. Et à chacune d'entre elles, Milena répéta son tendre jeu. Le 10 juin 1944, le camp apprit que le débarquement avait eu lieu en Normandie. Ce fut la liesse parmi les détenus. Mais je ne pouvais pas partager leur joie. Je me tourmentais à longueur de journée et pleurais la nuit. À quoi bon continuer de vivre si Milena était morte ? Je retrouvais la liberté et exécutais le testament de Milena. J'écrivis notre livre sur le camp de concentration. Peu avant sa mort, elle m'avait dit un jour « Je sais que toi, au moins, tu n'oublieras pas. Grâce à toi, je peux continuer à vivre. Tu diras aux hommes qui j'étais et auras pour moi la clémence du juge. » Seules ces paroles m'ont donné le courage d'écrire cette vie de Milena. Merci infiniment à toutes les trois. Milena est un prénom et une absence pour beaucoup, mais je crois que ce soir, elle fut des plus incarnées et des plus vivantes grâce à vos mots d'une finesse inouïe. Donc merci vraiment pour ce cadeau, pour avoir accepté notre invitation et pour nous avoir dit tout ça sur Milena. On a senti une émotion très forte. Merci beaucoup à vous tous aussi pour votre écoute si précieuse. Si vous le souhaitez, il y a un micro qui circule dans la salle. Vous avez la parole. Alors, je vois que vous êtes timide. Alors, je vais poser le temps que le... Ah, non, c'est bon, d'accord. Sinon, j'en ai... Bonsoir, c'est vrai qu'on est sous le coup de l'émotion, d'où la difficulté de formuler des questions. J'ai lu les 2 livres de Margaret Weber-Neumann il y a donc
quelques décennies, et je voulais savoir si le premier de ces livres concernant le goulag avait été également republié, et sinon pourquoi? Parce qu'en fait les deux textes, je dirais, se parlent beaucoup, et puis que ça a valu à Margaret Buber-Neumann d'avoir été ostracisée ensuite de toutes ses anciennes camarades de camp communistes, puisqu'à partir du moment où elle a témoigné sur ce qui se passait au goulag, elle a été complètement exclue et isolée. Merci. Peut-être Léa, tu... Est-ce que ça a été réédité? Alors, ça, je ne sais pas. En tout cas, ça se trouve. Enfin, c'est Prisonnière de Staline et d'Hitler, et donc c'est en 2 tomes. Chez Point, apparemment. Différents. Voilà, la déportation, donc le goulag d'un côté et Ravensbrück de l'autre. Et c'est vrai que c'est un livre, en effet, on ne l'a pas dit, mais qui peut être lu en miroir, enfin en écho, en prolongement de celui-là, qui pour le coup est vraiment un témoignage de la déportation. Et juste une chose, c'est que dans le livre sur Milena, elle raconte que déjà à Ravensbrück, les relations avec les détenus communistes sont épouvantables. Et Milena et elle, on le comprend à travers ce qu'elle en raconte, sont rejetées, haïes par les détenus communistes à l'intérieur du camp, parce qu'elles savent, d'ailleurs on l'entend, hein, Milena elle-même sait d'où arrive Margaret Buber-Neumann, et c'est pour ça qu'elle veut la rencontrer, parce qu'elle-même a pris ses distances avec le Parti communiste avant. Donc il y a des passages assez savoureux sur, enfin, si je peux dire, sur les détenus communistes et leur guerre à l'intérieur du camp. Alors, Joseph Hirsch me dit que le livre donc, Déporté en Sibérie a été réédité chez Point et est disponible ce soir à la librairie. Juste une petite chose, vous parlez de cette ostracisation de Margaret, mais Milena elle-même en a été aussi la victime. Et cet oubli de Milena n'est pas seulement lié à la disparition de ses lettres, elle est aussi liée à des années de silence, de gel, qui a enfermé Milena dans le silence. Et quand je vous parlais de ce livre « Vie de Milena Jesenská » par sa fille conclut « Si je n'ai pas parlé ou nommé tous les gens qui ont été précieux pour Milena, c'est parce que les nommer pourrait les mettre en danger. » Et ça, c'était dans les années 60 en République tchèque. Donc, ce long voyage de Milena jusqu'à nous, il s'est fait sous une chape d'oubli et de silence. Et évidemment, 1989 a ouvert a fait tomber des murs. C'est pour ça que les recherches d'Alena Wegnerova ont été possibles. Mais je pense qu'il est très important de parler d'elle et de tout le temps en parler pour ces raisons-là, justement. Et je crois que actuellement, enfin aujourd'hui, les nouvelles générations à Prague la redécouvrent et qu'elle est en train de devenir là-bas véritablement une icône. Et j'ai rencontré d'ailleurs sur le tournage d'un documentaire une jeune femme qui venait juste d'arriver de Prague, qui a une trentaine d'années, et que je salue amicalement. C'est aussi une artiste, vous pouvez regarder son travail, elle s'appelle Catherine Radosa, et elle a une pratique d'art contemporain. Et donc, elle arrive de Prague, et elle me dit qu'elle est jeune maman, et je lui dis « Comment s'appelle ta fille ?» « Milena ». Et donc, les jeunes femmes aujourd'hui, les femmes aujourd'hui prénomment quand même leurs enfants. Et c'était en hommage à Milena Jesenská, bien sûr, sinon je ne vous raconterai pas ça. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une redécouverte et que, voilà, en France, on y vient, mais...
à propos des nouvelles recherches, je crois elles sont menées aussi par une jeune américaine. On est en train de vraiment redécouvrir la traductrice. Elle n'a pas seulement traduit Kafka, elle traduisait du russe, elle traduisait de l'anglais. Elle avait vraiment ce talent de passeuse entre les langues, et c'est quelque chose qui éclot seulement maintenant. Une autre question, monsieur. Et elle avait aussi d'ailleurs une vision étonnamment moderne de la maternité, parce que dans ces articles qu'on vous encourage aussi à lire, il y a beaucoup de choses, d'adresses aux jeunes mères, justement, qui vont... Et il y a une phrase que j'avais même relevée, que j'adore. Aux jeunes mères, elle écrit « Ne reprochez pas à vos enfants les trous qu'ils font dans leurs chaussettes. » J'y pense souvent. Oui, juste un petit mot sur Onza, sa fille, qui a pris ce nom de plume, Jana Tcherna. Ça a été vraiment une figure de l'underground tchèque, une jeune femme d'une liberté totale, totalement aussi brisée par la mort de sa mère et les années terribles qu'elle a vécues, élevée par son grand-père, dont elle a dilapidé l'argent allègrement comme sa mère l'avait fait auparavant. Une jeune femme qu'il faut redécouvrir et dont il faut lire aussi les textes. Ils sont traduits pour certains ouais. à la contre-allée. Donc la mère Milena a bel et bien engendré la fille de Milena. Oui. À propos de promesses, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Un concept tout à fait utile pour comprendre ce qui s'est passé. Mais plus largement, parce qu'il peut y avoir aussi des déclarations, des serments d'amour qui sont plus dans le présent que des promesses. Voilà. Et plus généralement, c'est l'amour, ça fait vivre. Voilà. Et je me souviens que Anneliese Stern, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, disait que dès qu'il y avait une histoire d'amour qui commençait dans le camp, mais tout le monde s'en occupait. Voilà, pour que ça aide à tenir. Est-ce qu'il y a Et les promesses aussi aident à tenir, parce qu'on pense à l'après. La soirée touche à sa fin. Merci infiniment à vous tous, et j'espère que chacun d'entre vous rapportera un peu chez lui un peu de l'effet Milena. Bonne fin de soirée. Sophie. Merci. Bravo.